Workplace Magazine et l'idée vous présente Welcome to the Office l'interview, le podcast d'information pour tout comprendre de l'hospitality management. Pour en savoir plus sur ce sujet, rendez-vous sur workplacemagazine.fr et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Instagram et YouTube. Hospitality management. Le terme vous dit forcément quelque chose. S'il est largement employé, pas facile pour autant de s'accorder sur une définition commune. Comment traduire l'hospitalité dans les environnements de travail ? Pourquoi recentrer l'attention sur les usages et les utilisateurs finaux ? Quelle expérience imagine dans les bureaux ? Pour y voir plus clair, Workplace Magazine s'est associé à l'idée et a créé Welcome to the Office, votre nouveau rendez-vous d'info de l'hospitality management. Tout au long de l'année, nous vous proposerons des analyses, retours d'expérience, décryptages, et notre site internet, nos newsletters, nos vidéos, mais aussi, petite nouveauté, nos podcasts. Pour ce premier épisode, on a voulu poser les bases. D'où vient cette tendance ? Que signifie-t-elle exactement ? Et pourquoi en parle-t-on autant aujourd'hui ? J'en discute tout de suite avec Xavier Baron, chercheur, économiste, sociologue et fondateur du consortium de recherche de l'Isle-Adam. Xavier, bonjour. Bonjour Julie. Le terme hospitality management est en train de s'imposer dans de nombreuses entreprises, mais avant de s'intéresser à ce que c'est, intéressons-nous d'abord aux origines. D'où vient ce terme au juste ? Alors, clairement, hospitality management est un terme anglo-saxon qui nous vient très directement du management hôtelier. Donc, c'est le terme anglais pour parler du management des hôtels. Alors, il y a des formations de niveau bachelor ou de niveau MBA ou master qui sont dispensées et qui s'intitulent clairement hospitality management. Donc, c'est un emprunt. S'agissant de le transposer dans le tertiaire ou dans les immeubles de bureaux, c'est un emprunt à un autre métier. Alors en même temps, il y a sans doute aussi une autre idée avec l'hospitality management qui en emprunte aussi au care, qui en emprunte aussi à l'idée de construire des environnements bienveillants ou des environnements de bien-être. Qui dit bien-être dit assez rapidement santé, assez rapidement lutte contre les risques psychosociaux, qualité de relation, donc l'idée de care. Alors, ce sont des emprunts. Alors, il faut un petit peu s'en méfier parce que si un métier, on va dire les environnements de travail, s'inspirent d'autres domaines d'activité, c'est bon signe. Un bon professionnel s'inspire toujours de ce qui se passe ailleurs. En même temps, c'est la preuve que l'environnement de travail lui-même, sur ses propres bases, n'est pas encore très au clair. Et donc, se cherche des référents externes. Donc là-dessus, c'est intéressant parce que dans l'hôtel, comme dans les soins d'ailleurs, il y a de l'hébergement, il y a de la restauration, il y a de la prise en charge, il y a de l'accueil, il y a des bâtis. Et des bâtis sur lesquels il y a des enjeux économiques, mais des enjeux de sanitarisation, des enjeux de technique, notamment dans les hôpitaux. Donc, il y a une analogie, c'est plus qu'une métaphore, il y a une analogie, une proximité qui est intéressante autour du construit, de l'immobilier, autour de fonctionnalités, mais il y a aussi des limites, qui sont notamment dans le fait que si on veut, certes, attirer, rendre attractif, faire revenir les salariés au bureau, si on veut du bien-être, si on veut de la qualité de vie au bureau, etc. Oui, mais le salarié n'est pas un client. Le salarié n'est pas un consommateur. L'entreprise n'est pas un produit. Le travail n'est pas une consommation. Alors attention, le salarié n'est pas un client, c'est quelqu'un qui est subordonné. Alors à l'hôpital, c'est presque pire, parce qu'il est pratiquement sous tutelle. Il est sous tutelle d'une autorité médicale et en général, il est très dépendant de cette autorité et parfois, quand il est même inconscient, on voit bien qu'il est complètement pris en charge. Donc, le salarié n'est pas quelqu'un qui est sous tutelle, dont l'autonomie est comment dirais-je, mise en cause d'un point de vue physique ou physiologique, mais ça n'est pas un consommateur. Donc, il est à la fois quelqu'un qui est subordonné, sans être pour autant sous tutelle. Donc, dans les deux cas, je me méfie quand même de il ne faut pas filer l'analogie trop loin, comme on le dit pour une métaphore. Il y a de l'erreur dans l'air si on en reste sur ces compréhensions-là.
Une comparaison certes, mais avec, des limites. Alors je pense que vous l'avez vu comme moi, depuis quelque temps, le terme hospitality management est mis à toutes les sauces. Mais pourquoi on en entend de plus en plus parler? Pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé et qui peut expliquer ce nouveau succès rencontré, tout du moins dans le discours marketing? Alors, le terme marketing est important. Je pense effectivement qu'aujourd'hui, c'est un thème, c'est une promesse marketing. Beaucoup plus qu'une réalité observable, structurée, construite, commercialement diffusée. Une promesse marketing, c'est intéressant. Ça, évidemment, en soi, ça ne révolutionne pas tout, mais c'est intéressant. Clairement, ça répond à des attentes. Clairement, nous sommes dans un moment où il y a un trouble. Alors, avant la Covid déjà, on avait des directeurs immobiliers qui se plaignaient régulièrement d'avoir des bureaux vides alors qu'ils venaient de les réaménager. Alors, on avait soigné l'effet waouh au moment où on rentre dans le magnifique open space. Et 3 mois plus tard, un taux d'occupation tombé à 60%, voire moins, avant la Covid, avant l'extension du télétravail qu'on connaît aujourd'hui et qui s'installe relativement durablement dans le paysage, même s'il n'est pas dit qu'il ne va pas y avoir des ajustements. Il y a des attentes clients post-Covid, il y a des attentes sur la sanitarisation, il y a des attentes sur la sécurité, alors sanitaire mais pas seulement. On explique que ces nouveaux espaces doivent être attractifs, générer du bien-être. On voudrait du sans couture. On veut améliorer l'accueil. Que ces bureaux soient encore plus performants, ça veut dire une notion de parcours. Alors quand on dit tout ça, on se dit que ça va peut-être pas se faire tout seul. Apparaît donc l'idée que pour faire un environnement de travail, il ne faut pas seulement des mètres carrés et des fonctionnalités techniques. Il faut des services. Il faut des services de sécurité, des services d'accueil, des services de propreté, des services de restauration, de courrier, de factotum, etc. Bref, pour transformer des surfaces en environnement de travail, il faut déjà des services. Mais alors, si on veut que ces environnements de travail soient arpentés, soient vécus comme favorables, si on veut que soit honorablement utilisé, alors on se dit qu'il faut en faire des lieux. Alors ça, c'est quelque chose que le cowork nous a appris aussi, ou en tout cas qu'un certain type de cowork nous apprend, dans l'ambition de transformer des espaces de travail en lieux, c'est-à-dire quelque chose qui aurait une identité, où il se passerait des choses, où on ferait des rencontres avec la fameuse sérendipité, etc. Un lieu dans lequel on se rend et qui donne des raisons de se déplacer et de prendre les transports en commun. Alors sur le terrain, comment ces promesses d'hospitality management, de création de lieux, se concrétisent-elles pour l'instant? Alors je suis dans un moment d'enquête sur ce terrain-là. Il y a vraiment à boire et à manger. Très clairement, pour répondre facialement à des demandes qui sont tout aussi floues du côté des clients, il y a la tentative d'aligner des prestations supplémentaires. Alors d'accueil, d'event, d'accompagnement de petits événements ou de plus grands événements, d'accueil au sens de floor manager ou de welcome manager. On trouve des offres de prestations sur le pilotage des sous-traitants, puisqu'on est bien dans l'idée aussi d'intégrer les prestations de services sur un lieu, donc l'idée de pilotage. Et au fond, là on retrouve l'analogie avec le concierge, ces personnes qui seraient au service d'eux et qui au fond débrouilleraient un petit peu tout ce que les autres ne font pas. Alors un coup c'est la photocopieuse qui fonctionne pas, même s'il y a des prestataires on peut dépanner. Un coup il y a un peu d'embellissement, on n'a pas besoin d'un aménageur ou d'un space planner, mais il y a quand même de l'embellissement. Et on commence à voir arriver, alors là on est dans des entreprises souvent un petit peu plus luxueuses, des coachs de réunion, des community managers, des pilotes, des accompagnateurs de projets de changement et d'innovation, qui sont des profils alors qui sont plus nouveaux pour les services aux environnements du travail, et qui sont plus proches de la communication interne, voire du management comportemental, et qui sont derrière tous ces intitulés. Donc ça va du pilote de sous-traitant, contract manager qui fait de la ronde, et qui veille à ce que les réclamations soient traitées rapidement, jusqu'au community manager qui monte des événements, qui fait venir des conférenciers, qui crée des petits événements, qui fait des repas ou des petits déjeuners avec des produits locaux, avec du bio, avec un discours, pour faire vivre le lieu.
Est-ce qu'avec cette nouvelle attente de service, vous l'avez dit, hein, les environnements de travail, ce ne sont pas que des mètres carrés. Est-ce qu'avec cette nouvelle attente de service non plus définie techniquement, mais aussi pertinent à l'usage, ce n'est pas l'occasion aussi et surtout de mieux penser la valeur des services aux environnements de travail? Les services aux environnements de travail, comme leur nom l'indique, ce sont des services. Et une des grandes difficultés que connaît la filière des services aux environnements de travail, puisque vous savez qu'on se bat et qu'on raisonne clairement sur l'idée que nous n'avons pas affaire à des services, mais à une filière de services qui concentrent leurs efforts sur la mise au point d'environnements de travail, voire de lieux de travail. Ça veut dire que ce sont des services, mais pour l'instant, ils sont encore et toujours traités comme des biens tangibles, comme des quasi-biens. Ils sont toujours commercialisés, définis, décrits, mesurés, pour la seule dimension qui est mesurable, c'est-à-dire pas grand-chose, à travers des KPIs, et dans des systèmes contractuels qui enferment les services dans des descriptions, des prescriptions de quasi-biens réputés, reproductibles, et donc standardisés, sans que la réalité des conditions de mise en œuvre, y compris des personnes qui vont les mettre en œuvre, ne soit bien et correctement prise en compte. L'hospitality management, en le prenant par le bout, c'est quand même de rappeler que tout ça, ça fait sens, à condition de produire un effet. Et comment peut-on décrire cet effet? Comment peut-on l'appeler? Alors c'est là où je vois dans l'hospitality management, d'une part, deux choses différentes quand on distingue hospitality management et hospitality manager. L'hospitality management ne se résume pas nécessairement au fait d'acheter une compétence ou quelques heures d'un hospitality manager. Si vous achetez un hospitality manager, il fera ce qu'il pourra, avec ses compétences, avec son histoire, mais l'enjeu n'est pas là. Vous aurez besoin d'un hospitality manager pour mettre en œuvre ou pour accompagner ou pour enrichir un hospitality management, mais vous pouvez même imaginer un hospitality management sans fonction portée par un individu qu'on va appeler hospitality manager. J'y vois les prémices, j'y vois le signe de quelque chose qui m'intéresse, qui est la prise en compte de ce que les services sont des services. Et un service, c'est quoi? C'est une capacité de transformer favorablement, de modifier favorablement l'état du bénéficiaire. Alors le bénéficiaire, c'est le bâti, la surface, les meubles. Et à ce moment-là, on parle de services plutôt multitechniques. Mais en même temps, ce bâti, s'il doit être chauffé, s'il doit être aéré, s'il doit être sécurisé dans ses accès, c'est par rapport à des usages. Et donc, quand on parle d'hospitality management, on parle bien de l'opération qui consiste à accueillir. On parle bien d'une tentative de construire un environnement accueillant. Et ça, même si ce n'était pas étranger à ce qu'ont toujours cherché à faire les DET, c'est quand même pas tout à fait la même chose que de parler d'environnement fonctionnel, adapté, voire d'autant plus adapté qu'il serait flexible, mais flexible pas pour les besoins du salarié, pour les besoins du bâti. Donc le bâti et les occupants. Et c'est là où moi j'aurais assez envie, et c'est en plus quand même politiquement très correct, de franciser le terme et d'arrêter, de militer pour arrêter, de même qu'il ne faut plus parler de FM quand on veut évoquer les services aux environnements de travail, d'abord parce que facility management, ça ne veut rien dire, et qu'ensuite, aujourd'hui, c'est accroché à une modalité de mise en œuvre des services aux environnements de travail. Je suis prêt à me battre pour que l'on parle désormais de management de l'hospitalité. Et si on y rajoute que l'hospitalité, c'est à la fois de l'ordre de la relation, mais également de ce que l'on sait créer en termes d'aménité, vous retrouvez un terme que j'ai effectivement tenté également aussi de proposer pour évoquer derrière la notion d'environnement ce que l'environnement peut avoir d'attractif. Management de l'hospitalité et des aménités, avec ou sans hospitality manager. Mais alors là, vous voyez bien qu'il y a une ambition. Vous parliez de franciser le terme, mais qu'est-ce qu'on met concrètement derrière cette notion de management de l'hospitalité et des aménités? Quelle compréhension en faire? Insister sur la dimension de service, c'est d'emblée insister sur la dimension de relation. C'est-à-dire que ce qui va faire qu'un espace est pertinent et contributif,
c'est qu'il est effectivement approprié et que cette appropriation est non seulement acceptée, autorisée, c'est-à-dire on peut bouger, on peut tordre l'espace, mais même encouragée et accompagnée. Dans l'idée de management de l'hospitalité et des aménités, on retrouve l'idée du sans couture, on retrouve l'idée du parcours. On se rappelle qu'un espace, c'est un coût de location, principalement d'ailleurs. Et donc, le simple fait d'avoir des mètres carrés loués, on voit bien qu'en soi, ça ne fait rien. C'est pas ça qui produit. Ça, c'est un coût. Mais comment on transforme un support, qui par ailleurs est un coût non négligeable, en un outil de production? C'est cette question-là qui est posée aux services aux environnements de travail. Ces services aux environnements de travail ont du mal à y répondre aujourd'hui parce qu'ils sont historiquement construits dans l'aval d'une période d'externalisation, et on les a externalisés morceau par morceau, qualification par qualification, technique par technique. Alors on va dire, la propreté, c'est pas la même chose que les déchets, c'est pas la même chose que la sécurité, c'est pas la même chose que l'accueil, c'est pas la même chose que le courrier, c'est pas la même chose que les petits déménagements, c'est pas la même chose que, bien sûr, la technique. Et la technique, oh là là, 50 métiers dans la technique, au moins, hein, entre les ascenseurs, les clims, les chaufferies. Vous avez un vrai risque aujourd'hui de limitation de la performance de vos espaces par le fait qu'ils sont servis, pour en faire des environnements de travail, qui sont servis par des métiers qui ne se parlent pas, qui ne se connaissent pas, qui ne se fréquentent pas beaucoup, qui peuvent même se mépriser cordialement les uns les autres, et parfois rentrer dans des rapports de hiérarchie. Ces comportements-là, ces structurations-là viennent d'une compréhension dans laquelle la performance de ces services, c'est une performance dans l'intensité directe du travail, dans la vitesse d'exécution, dans la conformité. Ce sont des prestations techniques. Si vous voulez les penser dans une pertinence située, il faut les penser ensemble. Et pas assembler seulement. Piloter, c'est déjà pas mal, mais c'est pas encore le sujet. Il faut les penser intégrés. Intégrés, en même temps, on les a mis dehors et ils sont sur des conventions collectives différentes. Donc, on ne veut pas les intégrer aux clients, quoique. Et on ne veut pas non plus les intégrer de manière évidente dans le cadre des prestataires, puisqu'il y a des professionnalités et des technicités qui sont distinctes. Justement, selon vous, qui est le mieux placé pour opérer ce management de l'hospitalité? Est-ce qu'il faut aller puiser dans les ressources en interne ou aller chercher des compétences en externe? On va chercher aujourd'hui le concierge d'hôtel. On rêve du 4 étoiles, mais dans la plupart des entreprises, on ne veut pas payer plus que du 2 et encore, si ce n'est pas du Formule 1. Il n'empêche que vous pouvez avoir du low cost de qualité. Vous pouvez avoir du frugal performant. Ce n'est pas une question de niveau de moyens. De ce point de vue-là, c'est facile d'être riche. Bon. Quand on est justement dans une tension sur les moyens, il faut la performance, et cette performance, qui peut la penser? La piste la plus prometteuse pour moi aujourd'hui, c'est de constater que ce que peut faire notamment un directeur des environnements de travail, qui est d'un bon niveau de responsabilité, d'engagement budgétaire, de capacité politique dans sa propre entreprise client, c'est précisément, surtout pas d'essayer de se mettre à la place du prestataire, surtout pas de lui expliquer comment il devrait faire son boulot, pourquoi le serait-il mieux que ceux qui font. Par contre, il est probablement le mieux placé pour créer les conditions de la performance de ses prestataires, c'est-à-dire les conditions qui dépendent de lui, qui dépendent du client. Or, il n'y a pas de production servicielle qui ne soit pas une coproduction. Donc quand j'entends un client se plaindre de son prestataire, je dis « Ok, c'est vous qui l'avez choisi et c'est vous qui l'avez mis dans cette situation ». Alors, si l'objectif, c'est pas seulement de reporter la responsabilité sur l'autre, voilà, on a externalisé, ok, c'est fait, hein, mais c'est d'avoir un service rendu de bonne qualité par un système serviciel. Dans le système serviciel, il y a un système client. Il y a un système client, un sous-système client, dont le DET est responsable. Et il ne faut pas qu'il tente de faire le boulot de son prestataire. Au contraire, il faut qu'il le laisse exprimer son expertise. Mais il faut que lui soit quelque part soucieux,
attentif aux conditions par lesquelles ces prestataires sont en capacité effective, réelle, d'exercer leurs compétences, leur expertise et leur engagement au service. Alors le prestataire, donc, serait l'hospitality manager. Alors c'est peut-être pas si simple que ça non plus, parce qu'on se rappelle que par différence avec l'hôtel, mais par différence aussi avec le care, le prestataire n'est pas un médecin, le prestataire n'est pas un hôtelier, et le bénéficiaire n'est pas un client. Et donc, chercher la satisfaction du bénéficiaire, c'est bien, mais c'est pas l'objectif. Pardon ? Quand on me dit, moi, mon objectif en tant que prestataire, et moi, mon objectif en tant que client, c'est d'avoir des salariés satisfaits, je dis c'est mieux. Si c'était la satisfaction des salariés qu'on cherchait dans les entreprises depuis que les entreprises existent, croyez pas qu'elles auraient réussi un peu mieux que ça, non ? C'est pas la satisfaction l'objectif de l'employeur. C'est la capacité productive. C'est la performance productive. C'est le rendement de sa ressource, depuis qu'on a appelé les gens qui travaillent des ressources humaines. C'est le rendement de sa ressource. Ça veut dire que le prestataire, il a une responsabilité dans le meilleur service rendu au sommet de l'état de l'art, avec les outils qui vont bien, avec les compétences dont il est responsable, avec la disponibilité dont il est comptable, pour un service, mais il ne peut pas et ne doit pas être, de mon point de vue, simplement, par exemple, intéressé à la satisfaction des bénéficiaires, pour deux raisons. Une, c'est que généralement, on ne lui en donnera pas les moyens. C'est-à-dire qu'on n'est pas, encore une fois, dans un hôtel 5 étoiles. On ne lui donnera pas les moyens de satisfaire les caprices de tous les salariés. Ce n'est pas le sujet et ce n'est pas l'objectif. Puisque l'objectif que le prestataire doit poursuivre, c'est l'accroissement de la capacité productive des gens qui travaillent dans les espaces dont il est comptable en termes de services. Ça veut dire qu'il y a une indétermination pour savoir quel est celui qui va être le meilleur porte-parole, le meilleur traducteur, le meilleur observateur, le meilleur témoin, avocat du bénéficiaire. Et donc, il y a un travail à faire avec les bénéficiaires, pas nécessairement sur le terrain de la pure satisfaction, mais très certainement pour être à l'écoute et pour être en capacité à proximité. Et c'est là où il y a bien une question de relation et pas seulement une question de prescription. Être quelque part le témoin du bénéficiaire. Donc je vois bien les deux acteurs que sont, en inversant un petit peu les rôles, le prestataire est au service du client et le client au service du prestataire. C'est pas idiot quand on est en coproduction et quand on cherche de la coopération. Mais alors finalement, qui écoute le bénéficiaire ? Parce que la difficulté du bénéficiaire, c'est qu'il ne sait pas non plus lui-même. Il ne sait pas, d'abord parce qu'il n'est pas expert, des conditions par lesquelles il sera meilleur dans son activité, mais en même temps, il n'est pas imaginable de lui imposer ces conditions ou de les lui fournir sans mode d'emploi, sans accompagnement. Et là, il y a un travail à faire avec les bénéficiaires, sur les bénéficiaires, mais qui n'est pas forcément le même, dans la même rationalité que celle du client, qui quelque part est quand même intéressé à ce que ça ne coûte pas trop cher, ou du prestataire, qui est lui-même tout de même évidemment intéressé à une capacité de faire tout en dégageant des marges raisonnables. Et donc, ce n'est pas la même rationalité, d'où la question, où doit-il être placé ? Peut-il être salarié du client ? Oui, si on insiste sur la dimension culturelle, il faut que pour être au contact et dans la compréhension fine, intime des bénéficiaires, il connaisse la culture, il en soit lui-même issu. Mais de l'autre, il doit aussi être en capacité de traduire quelque chose qui est un irritant, une difficulté, un petit manque, quelque chose, en réponse. Et à ce moment-là, il doit aussi avoir une compétence du côté des prestations, du côté des services. Donc il faut qu'il ait une capacité de traduction entre des choses qui ne sont pas formulées et d'autres qui sont aujourd'hui encore dispersées pour fabriquer ce fameux sans couture, pour être cette fameuse clé de voûte qui fait qu'à un moment donné, tous ces services convergent de manière pertinente en situation.
Alors, vous en avez parlé un peu plus tôt et ce sera ma dernière question. Vous avez parlé du coworking. C'est vrai que quand on a commencé à parler d'hospitality management, les regards se sont tournés vers le coworking il y a 2-3 ans. Est-ce que finalement le coworking n'est pas déjà un peu inscrit dans ce modèle d'hospitality management? Absolument, oui. Alors, il y a coworking et coworking. Il y a des coworking, je dirais, qui sont en aval de raisonnement immobilier. Il y a des coworking qui sont plutôt en aval de raisonnement sur la relation et sur le territoire. Euh, donc, c'est difficile de parler des cowork, d'autant plus qu'il y en a, il y a plusieurs réalités, et des réalités qui sont encore en train de s'inventer. Il y a quelque chose qui est déjà acquis aujourd'hui, c'est quand on parle de corpo working et quand on parle de surface opérée. Alors là, dites-moi la différence entre un cowork, un corpo work et un surface opérée. C'est qu'il n'y a qu'un seul habitant, il n'y a qu'un seul occupant. Mais c'est globalement la même ambition de construire un système dans lequel le client, c'est-à-dire le client occupant, n'achète plus des mètres carrés, ne prend plus un bail, ou s'il le fait, il ne fait que ça, il s'arrête là. Et il laisse effectivement aux professionnels le soin d'opérer son support. Alors, clairement, pour l'air, la lumière, la chaleur, les économies d'énergie et la dépense carbone, mais également pour faire en sorte que, avec un savoir-faire qui se structure de plus en plus, on fasse, encore une fois, de ces mètres carrés des espaces de travail, des environnements de travail, il faut des services techniques et services à l'occupant, voire en faire des lieux, si on veut que les gens s'y rendent. Mais on voit de plus en plus de cowork qui sont beaucoup des concepts encore en émergence, hein, mais qui précisément amènent une valeur ajoutée ou ambitionnent d'amener une valeur ajoutée en transformant des espaces en lieux, en leur donnant une personnalité, une identité, et en faisant que ces lieux soient effectivement plus contributifs au travail. Donc ça nous donne d'ailleurs une perspective sur l'avenir des cowork et l'avenir du tertiaire. C'est quelque chose qui va s'hybrider progressivement, et on ne saura plus à la fin si c'est un cowork ou si c'est une surface opérée. Et je pense qu'on aura franchi une étape. On arrêtera de parler de FM et on parlera effectivement de services aux environnements de travail. Merci Xavier Baron pour ces éclairages. C'était le podcast de Welcome to the Office, premier épisode. Envie d'en entendre plus? Rendez-vous en mai avec le CQFD proposé par Marion Fernandez autour de la notion du travail dans l'ère de l'expérience. Quant à nous, on se retrouve en juin pour une nouvelle interview. Merci de nous avoir suivis. Vous venez d'écouter Welcome to the Office l'interview, le podcast d'information pour tout comprendre de l'hospitality management par Workplace Magazine et l'ID.